Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Samedi Politique. La semaine dernière, je vous avais promis un invité qui devrait vous plaire et c'était avant de recevoir son livre, un livre qui secoue la pulpe. C'est parti. Et vous l'avez peut-être déjà deviné, mon invité, c'est Laurent Oberton. Bonjour Laurent Oberton, Bonjour. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Alors vous revoilà avec le 8e opus, en 8 ans, c'est presque Amélie Nothomb, sur ce rythme-là. Quasiment, oui. Alors, on vous connaît, journaliste, essayiste, vous publiez Éloge de la force, renverser l'histoire, c'est aux éditions Ring. Et je profite de l'occasion pour rappeler aux téléspectateurs que désormais, ils peuvent acheter le livre directement sur la boutique de TV Liberté, sur le site tvliberté.com. Alors c'est un livre différent, moins visuel, qui ressemble un peu à la France Big Brother, notamment parce que vous vous adressez à Monsieur Moyen. Un Monsieur Moyen dont vous voudriez faire prendre conscience qu'il faut qu'il se réveille, qu'il reprenne en main sa condition d'humain qu'il a perdu. Finalement, vous le comparez à un animal domestiqué, à un chien abruti aux croquettes. Vous êtes très dur d'ailleurs, il faut le dire. Et c'est un animal avant tout mis en coupe réglée par l'État. Alors voilà, le parti pris de ce livre est de s'adresser à mon lectorat, et même au-delà de mon lectorat, à tous les individus qui se sentent aujourd'hui en France dépossédés, qui sentent que leur destin leur échappe, que leur avenir est en quelque sorte confisqué par la machine médiatique et politique, et qui ne parviennent pas à imposer à ce pays leur volonté, leur souveraineté n'est plus que théorique. Et donc j'ai cherché des réponses à cette fameuse question qu'on me pose systématiquement, que faire? Mes lecteurs n'arrêtent pas de me demander ça. Jusque-là, je me contentais des constats, de dire la situation est celle-ci. Et maintenant, je me suis dit, pourquoi pas tenter de répondre à cette question, mais plutôt que de toujours aller vers les réponses classiques, c'est-à-dire que pourrait faire l'État pour nous sauver, allons-nous avoir un autre maître qui va remplacer le maître existant et qui sera bien meilleur, peut-on espérer un miracle, un messie ou une catastrophe économique ou quelque chose qui pourrait nous sortir de ce mauvais pas. On pourrait se tourner vers nous-mêmes et se demander si ce mal-être général ne pourrait pas être résolu plus pragmatiquement, plus directement, en commençant par nous en fait, par les individus dans leur quotidien. Et donc j'ai cherché à comme ça éveiller les consciences sur tout ce qu'ils pouvaient faire pour d'une part désamorcer la nuisance que représente Big Brother aujourd'hui dans nos existences et parvenir à reprendre un petit peu le contrôle de nos existences et finalement le pouvoir. Alors avant de passer aux préconisations à l'individu, on va dire, j'aimerais qu'on passe un petit peu de temps sur cette notion d'État qui occupe le début de ce livre. Vous démantelez progressivement sa légitimité. Est-ce que vous pouvez avant tout définir exactement l'État? Parce que finalement, j'ai avancé dans le livre, je me suis dit, mais de quoi parle-t-il quand il parle d'État? Est-ce qu'il parle de nos dirigeants actuels? Est-ce qu'il parle de la structure étatique? Alors c'est une question à laquelle vous répondez d'ailleurs, page 45, n'est-ce pas? Mais c'est pas forcément toujours très clair. Qu'est-ce que vous entendez exactement derrière ce terme? L'État, je dirais que c'est un peu cette grande fiction, comme disait Frédéric Bastiat, c'est-à-dire l'idée qu'une administration constituée va être légitime pour représenter, défendre les intérêts de la population et se substituer à elle dans des domaines, au départ comme la sécurité, comme la défense militaire du pays, et ensuite, par extension, pourquoi pas, dans le domaine de la santé, de l'éducation. Et le problème, c'est que le potentiel d'extension de cet État n'est pas fini, n'est pas délimité, et que les individus ne se rendent même plus compte que cette entité est toute puissante face à eux, c'est-à-dire qu'elle est la sécurité, elle est la police, elle est la justice, elle est maintenant le conditionnement médiatique, puisque les médias dépendent très largement de l'État, les grands médias qui nous rééduquent tous les jours. Donc, quand on a à ce point délégué en fait nos pouvoirs sur ce monde à une telle entité, on se rend compte qu'on n'a plus aucun moyen finalement de nous opposer à elle. Il y a un déséquilibre qui est assez flagrant. Et le réflexe français traditionnel est de penser que c'est toujours en donnant plus de pouvoir à cette entité qu'on va résoudre nos problèmes. Sauf que ça fait des années que C'est marrant parce que c'est un laïus qu'on entend beaucoup avec l'Union européenne aujourd'hui. L'Union européenne ne fonctionne pas parce qu'il faut plus d'Union européenne. Ah mais ça c'est
le discours systématique. Pourquoi la justice ne marche pas? Parce qu'elle n'a pas assez de moyens, elle n'est pas assez grande, elle n'a pas assez de sociologues. Et ce sera toujours le même discours. Tant que l'administration peut fabriquer de l'administration, elle est contente. C'est un système qui est sans fin. Et le problème, vraiment, c'est qu'il n'est pas perçu comme tel, il n'est pas remis en cause par la population. Et au contraire, vraiment, le moindre problème va être prétexte à encore accroître les charges fiscales, les taxes et les pouvoirs, les prérogatives de cet État. Et donc réduire petit à petit les libertés individuelles et le pouvoir des individus. Alors vous parlez de cet État comme d'un mastodonte, presque anthropophage, d'un minotaure, d'un proxénète d'ailleurs. Et vous expliquez également le rôle des plus fragiles avec un tiret pour en faire presque un mot fixé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette vision qui finalement intervient dans la survie même de cette structure ? C'est-à-dire que l'État, comme il va se substituer à tout un tas d'obligations qui sont normalement les obligations d'une société d'individus responsables, c'est-à-dire prendre soin de son prochain, s'occuper des individus invalides, l'éducation des enfants, assurer sa propre sécurité, ça normalement les individus y parvenaient avant. Et comme ils ont concédé à cet État tous les pouvoirs, l'État en retour va de plus en plus infantiliser ces individus, les traiter comme des animaux domestiques, c'est à peu près ce qu'ils sont, s'assurer qu'ils auront de quoi satisfaire leurs besoins primaires, donc se nourrir, s'amuser, apprendre tout ce que l'État veut leur apprendre, encore une fois, pour qu'ils soient de bons et dociles sujets. Et ils créent comme ça des catégories de population ultra dépendantes, les fameux, les plus démunis, les assistés, les allocataires, on pourrait même parler des fonctionnaires, tous ceux qui dépendent directement, en fait, de la survie de cette machine, de ce fonctionnement, des impôts, de l'argent public, de ce qui est pris aux Français, plus ou moins sans leur consentement, parce que l'impôt théoriquement est librement consenti, mais dans les faits, on n'a pas le choix. Essayez de ne pas consentir à payer vos impôts, vous allez vous amuser quelques années avec l'administration fiscale, ça vous coûtera très cher. Donc c'est un prélèvement qui est obligatoire et qui est massif, et donc des individus reçoivent cet argent, d'autres en donnent. Pourquoi? C'est pas forcément basé sur le mérite, sur une forme de justice ni de morale, mais c'est comme ça et on s'est habitué à ça. Donc c'est aussi sur ces points-là que je veux éveiller l'attention en fait. Vous dites quelque chose de très amusant, vous dites vous voulez tuer une civilisation, il suffit de créer la Sécu. Ah bah oui, parce que si on part du principe que des individus n'ont pas à être responsables, n'ont pas à mériter quoi que ce soit et qu'on leur donne l'argent qui est le fruit du travail des autres, on crée comme ça un avantage à être dans cette situation d'attente. Vous augmentez automatiquement la valeur de celui qui va recevoir. C'est-à-dire s'il fait rien et qu'il reçoit, il va se dire bon bah c'est une bonne raison de continuer à rien faire. Et on va créer un appel comme ça, une population toujours plus dépendante, toujours plus assistée, toujours plus elle va revendiquer de plus en plus de dons et de transferts d'argent. Elle va perdre complètement la notion de mérite et de responsabilité. Donc c'est un gros problème parce que les individus productifs le seront de moins en moins puisqu'ils sont de plus en plus taxés évidemment et que la population qui sera bénéficiaire ne va cesser d'augmenter, d'autant qu'on l'a fait venir à grands frais aujourd'hui d'un peu partout. Donc il y a un moment, il y a un problème mathématique qui se pose, c'est-à-dire ceux qui sont censés payer, qui doivent payer de plus en plus pour l'État et ces individus-là ne pourront plus le faire, il n'y aura plus assez d'argent et là on risque d'avoir un certain nombre de problèmes. Alors, on sait que toute société complexe est construite autour d'un État. À partir de quand, selon vous, le problème a commencé? À partir de quand l'État est-il devenu un ennemi, finalement, si je vous suis? Alors c'est très difficile de retracer exactement la source du mal en quelque sorte parce que tous les États ont évolué de manière un peu différente. Chez certains, c'est allé très vite sur ces versants justement sociaux, ultra-interventionnistes. En France, c'est vrai qu'on a connu ce développement spectaculaire où l'État a voulu prendre en charge tous les secteurs de la vie des individus. Dans d'autres pays, on voit que ce n'est pas le cas, que l'État reste à peu près à sa place, mais il y a quand même cette tendance à la croissance qui est quasiment inéluctable. À partir du moment où vous avez une population qui va réclamer et exiger des bénéfices, des aides, des subventions, des systèmes de santé et tout ce qu'on veut, forcément l'État et les individus qui le détiennent, par démagogie, par souci de rester en place, vont accepter de transférer toujours plus d'argent vers la population, donc vont accroître leur emprise sur la société. C'est quasiment automatique. Mais c'est difficile de retracer à quel moment ça a dérapé en quelque sorte. C'était quasiment inscrit dans le projet de départ.
Alors justement, vous avez précisé ce que vous entendiez par État, on a compris la structure, les institutions. Est-ce que tous ces pans sont logés à la même enseigne, j'allais dire? Est-ce que dans la mesure où vous considérez finalement cet État moderne devenu ennemi des civilisations, du peuple, est-ce qu'il faut mettre la police dans le même sac, j'allais dire? Alors chaque administration en fait va défendre sa propre existence. Il y a évidemment, ils sont tous pour les impôts, ils sont tous pour l'État et ils sont tous pour recevoir toujours plus de crédit. Si vous interrogez n'importe quel patron de n'importe quelle administration aujourd'hui, il vous dira la même chose. On manque de moyens, il faut plus de postes, etc. Ça, c'est pas un problème. Dépenser de l'argent, c'est vraiment le sport national. La police, c'est à peu près la même chose. Les individus qui sont à la tête de la police vont demander toujours plus de crédit et de moyens parce qu'ils sont dans une situation très difficile et plus il y a de moyens, plus il y a de crédit, c'est ça qui est spectaculaire, c'est que moins les résultats sont là. La sécurité, on le constate, les crédits de la justice, en réalité, ils augmentent depuis des décennies très régulièrement et on voit aujourd'hui l'application de la justice est complètement anéantie par les juges et certaines idéologies. Donc, ça va être réformé, vous êtes rassuré, j'imagine. Bien sûr, je pense qu'il y aura des réformes, je n'en doute pas une seconde, mais ça aussi c'est une spécialité française, on va changer des têtes, on va nommer, renommer des individus, on va créer des commissions, des comités pour réfléchir à tout ça, et en réalité il y aura toujours plus d'argent, toujours plus d'administration et toujours moins de résultats. C'est ça le gros problème, et surtout, ces administrations bataillent pour avoir des monopoles. La police, c'est un monopole en France, il n'y a pas de police privée. À partir du moment où vous avez un monopole, c'est pas très bon signe parce que vous n'êtes pas tenu à des résultats probants, vous n'avez pas la concurrence qui vous pousse à faire du bon travail. Et donc, évidemment, on voit petit à petit tous ces secteurs qui, finalement, tournent à vide. La police, c'est vraiment la démonstration. Et on se retrouve avec une police qui est perceptrice d'impôts pour les gens qui n'ont plein de masques et la criminalité qui se poursuit ailleurs. Qui est censée assurer un ordre social qui est absurde, qui n'a pas de rapport avec les attentes de la population. La population a perdu vraiment tout levier de pouvoir sur sa police. Les policiers sont censés être aux ordres des citoyens quand même. Tous les fonctionnaires sont censés être aux ordres de la volonté populaire, de la souveraineté nationale. C'est pas du tout le cas aujourd'hui. Alors vous dissociez, j'ai le sentiment dans ce livre, Big Brother de l'État. On a l'impression que Big Brother, finalement, c'est les gardes-chiourmes de l'État. Oui, en fait, fatalement, si vous voulez des crédits, si vous voulez vos subventions, donc ce qui vous fait vivre, parce que les grands médias aujourd'hui, il faut vraiment le savoir, vivent très largement des subventions, des aides directes à la presse et de tout un tas d'autres aides plus ou moins dissimulées qui leur permettent de vivre indépendamment de leur lectorat. Donc ils ne sont pas tenus à un devoir de réalité. En revanche, s'ils veulent les subventions, ils ont plutôt intérêt à rester dans le cadre républicain, comme dirait l'autre. Ne pas mordre la main qui les nourrit. Exactement. Donc évidemment, ils vont soutenir tous les investissements possibles, toutes les augmentations de moyens, tous les plans de relance, sans jamais se demander si cet argent est légitime. On va encore l'ajouter, parce qu'à un moment donné, tout cet argent qui est dépensé ne vient pas de nulle part. L'État ne crée pas de richesse, il les dilapide à très grande vitesse. Donc, tous ces pans de l'administration, qu'ils soient universitaires, qu'ils soient médiatiques, ont toujours intérêt à se défendre, à défendre leurs prérogatives, à défendre les aides directes à la presse, évidemment, pour continuer à exister. Donc ce petit monde-là fonctionne, en quelque sorte, contre les intérêts du pays, parce qu'ils vivent en parasites. On est bien obligé de le constater. Ce sont un petit peu les parasites de la nation. Tout en étant finalement asservis par la force des choses à cet État. Oui, ils sont tributaires tout autant que Monsieur Moyen. Ils ont aucune liberté réelle d'expression, c'est très clair. Ils sont obligés de se conformer à cet ordre dominant, et cet ordre qui est aussi idéologique. Alors vous disiez tout à l'heure justement qu'en espérant de l'État protection, Monsieur Moyen, le peuple avait accepté de perdre de plus en plus de liberté. C'est également le cas de la liberté de penser, la liberté d'expression. Les médias entrent évidemment dans cet ordre d'idées. Finalement, est-ce qu'on a atteint le paroxysme du contrôle social aussi maintenant ? Moi, je suis frappé par cet état dans lequel on est. J'avais appelé ça le fascisme domestique, mais cette manière qu'on a de se conformer quasi aveuglément, de manière reptilienne et presque inconsciente, à
à l'air du temps, à la pensée dominante qui est infusée par ces grands médias, hein, parce qu'on ne s'en rend pas bien compte en fait, mais je crois que les Français en moyenne sont entre 4 et 5 heures par jour devant leur télévision, devant les grands médias. Ils ont à peu près 2 heures d'écoute de la radio. Vous avez en plus Internet, les publicités, enfin tout le reste. Le conditionnement culturel, mental est énorme, surpuissant. On ne peut pas lutter face à ça. On n'a pas les armes et surtout nos concitoyens qui sont des consommateurs ne sont pas avertis des conséquences de ce conditionnement. Donc on arrive à une société qui est complètement lobotomisée et qui suit ces directives morales très rigides et de plus en plus fermées. Puisqu'évidemment, il faut maintenir un climat de terreur sur cette population, donc il faut toujours que pèse sur elle une menace sociale. Si elle ne porte pas son masque, si elle s'exprime de manière inappropriée, elle doit toujours sentir qu'éventuellement elle peut être corrigée par un supplétif de l'État, si ce n'est par l'État en personne. Donc on arrive à cet ordre social terrifiant. On est censé être une société démocratique, un pays développé, un pays libre. Et en réalité, il a des allures assez tragiques de conformité et peut-être même de dictature morale. Alors comme souvent dans le livre, il y a beaucoup de métaphores biologiques, animales. Vous parlez notamment de la relation entre la guêpe et la chenille haute. J'aimerais bien que vous l'explicitiez parce que c'est assez confondant de vérité. Oui, c'était Darwin qui avait remarqué ça et ça l'avait beaucoup torturé parce qu'il trouvait que c'était tellement cruel que ça remettait pour lui en cause l'existence de Dieu. Ça pouvait être selon lui une preuve que Dieu ne pouvait pas être bon puisqu'il avait créé une telle chose. C'est-à-dire que la guêpe, cette guêpe va pondre à l'intérieur d'une larve vivante, elle va pondre ses œufs, elle va dévorer de l'intérieur la larve, elle va défaire son système nerveux, en quelque sorte, elle va la lobotomiser totalement, la contrôler, et ses œufs vont ensuite, en grandissant, se nourrir du corps de la larve jusqu'à ce que mort s'en suive. Et je trouvais que le parallèle était assez saisissant. Le tout en la maintenant en vie. Oui, c'est ça. Il faut, évidemment, il faut pas tuer la poule aux œufs d'or. Donc l'État et la population française, c'est à peu près la même chose. On a l'impression qu'il faut prendre le maximum, mais pas quand même passer certaines limites. On voit qu'il y a des fois des mouvements de révolte. Alors ils sont armés pour les digérer, ils ont la communication, ils ont toute l'extrême gauche qui va voler à leur secours, les idiots utiles, hein, qui vont, par exemple, le mouvement des Gilets jaunes, qui est un mouvement au départ contre justement l'emprise de l'État, les taxes et tout ça, qui est rapidement digéré par l'extrême gauche et qui va devenir finalement un mouvement qui va réclamer encore plus d'État et de taxes et de moyens. Donc tout va bien, tout est rentré dans l'ordre. Mais donc ce super parasite tente de prendre tout ce qu'il peut à la population française. Évidemment, c'est pas conscient. Hein. Faut pas croire que ces individus à la tête des administrations se disent c'est génial, je suis en train de saigner à blanc la population. C'est pas ça. Mais lui, il est persuadé que sa mission est bonne, que ce qu'il fait est bon et qu'il faut effectivement, il s'en persuade qu'il faut augmenter ses crédits et que tout va mieux se passer. Lui, d'où il voit pas du tout les problèmes que nous on peut constater. Donc c'est ça aussi. Il y a une énorme divergence de point de vue. Donc c'est ainsi que la situation se maintient pour l'instant. Évidemment, ça ne pourra pas durer longtemps parce qu'il y a des réalités économiques qui nous rattraperont fatalement. Alors face à cet asservissement, à cette domestication de l'individu, vous appelez au sursaut, un sursaut de dignité, de liberté, mais aussi d'indépendance, puisque vous l'avez expliqué, finalement, chaque individu était désormais devenu dépendant à l'État ou aussi à l'hyperspécialisation de la société où plus personne n'est capable de faire quoi que ce soit tout seul. Vous dites, vous invitez Monsieur Moyen à être capable de se départir de sa femme de ménage, de sortir ses poubelles, de plein de choses du quotidien finalement où peu à peu on se rend compte que on l'a abandonné au moins de quelqu'un qui était plus apte à le faire. Comment finalement un individu en tant que tel, mise en coupe réglée, comme on l'a dit tout à l'heure, est capable de se réveiller? Qu'est-ce qui peut provoquer ce déclic, sinon le livre de Laurent Oberton?
C'est un très bon moyen de le réveiller, je pense. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment tout d'un coup prendre beaucoup de recul par rapport à cette société dans laquelle nous sommes. On est un peu comme le hamster dans sa roue. J'aime beaucoup cette image, mais on a tous besoin de se maintenir dans cette espèce de course sociale un peu délirante. On a tous notre place à défendre. Donc on ne prend pas le temps de s'arrêter pour réfléchir parce qu'on sait que ça va nous faire peur aussi de voir ce qu'on va y trouver, de se dire est-ce que cette course est légitime ou est-ce que je suis en train peut-être de fuir en quelque sorte ce présent, de pas le regarder dans les yeux, parce que c'est vrai que c'est un travail très important sur soi-même, de se dire je me réveille ce matin, je suis tenu par je ne sais combien d'obligations, j'utilise un téléphone dont je ne sais pas comment il fonctionne, qui participe de cet asservissement, et je serais bien incapable si cette machine s'effondrait, on l'a vu, elle a éternué pendant la crise du Covid, mais si jamais cette machine s'effondrait complètement, que pourrais-je faire moi-même demain, sans le maître État qui est là pour m'expliquer comment mettre un pied devant l'autre, eh bien, je serais complètement réduit à mon état d'hyperdépendance. Donc finalement, je n'existe pas. Donc à partir de là, comment voulez-vous acquérir, si on n'a pas la moindre responsabilité, si on n'a pas la moindre aptitude, on ne peut pas avoir de fierté, on ne peut pas avoir de satisfaction, on ne peut pas ressentir l'accomplissement. Donc c'est aussi pour ça, je pense qu'il y a ce malaise qui est tel dans notre civilisation, ce niveau de dépression abominable, ce défaitisme des citoyens, même les plus éveillés. Et il faut tenter de travailler là-dessus. C'est à notre portée. Peut-être qu'on peut déjà commencer par là. Alors vous tordez le cou aussi à une idée que l'on entend fréquemment, à savoir que les gens ne se révoltent pas parce qu'ils ont encore trop de choses à perdre. Et vous allez voir Monsieur Moyen en lui expliquant que non, il n'a rien à perdre, que finalement ce que vous lui annoncez, c'est l'équivalent d'un cancer avec mort imminente, parce que factuellement, c'est exactement la situation dans laquelle il se trouve. C'est ça. En fait, à force de différer la confrontation avec la réalité, notre état s'aggrave et on a beau se bercer d'illusions, de songes et tout ça, mais plus on le fait, plus le retour au réel sera violent. Parce que quand on sera rattrapé par les faits, quand on va se rendre compte que peut-être si on avait agi il y a longtemps, on aurait pu éviter tout ce qui nous arrive, là, c'est très douloureux en fait. Parce que là, l'impuissance est totale et elle est sans remède. Alors que si on commence maintenant, par exemple, d'accord, on l'a pas fait hier, mais pourquoi ne pas le faire aujourd'hui ? On a peut-être une chance de sauver demain. Donc c'est ce que je dis. La situation, on peut être défaitiste, hein, c'est sûr que la situation est pas très bien engagée, mais si on n'essaie même pas, ne nous plaignons même pas en fait. Nous participons, on débranche les fils et on ne dit rien, c'est tout. On n'a pas le droit de se plaindre si on ne fait rien. Que la chute est un peu inéluctable quoi qu'on puisse faire et que finalement vos préconisations elles servent essentiellement à mourir debout. Alors, ce serait déjà, je trouve, hein, justement, c'est vrai que c'est un petit peu un propos du livre, c'est que si jamais on ne pouvait pas changer le cours des choses, que nos concitoyens se complaisent dans cet état de fascisme domestique et adorent l'État et encore plus d'État jusqu'à ce que mort s'en suive, eh bien, à la limite, essayons, nous, au moins, de garder cette forme de fierté, d'individualité, d'indépendance, de ne pas sauter avec le troupeau de la falaise, et continuons à rester à peu près dignes de ce qu'ont été nos ancêtres. Alors vous parlez d'un combat quotidien contre soi-même, dans tous les plus petits pans de sa vie quotidienne, finalement c'est un peu une forme de survivalisme intégral. Oui, oui c'est vrai, c'est vraiment... d'étudier chaque élément, chaque parcelle de notre existence et de voir comment on peut désamorcer justement cette emprise complètement folle de la machine Big Brother, de ses écrans, de ses injonctions, de sa morale et se rapprocher de réalités qu'ont toujours connues nos ancêtres et qu'on devrait justement transmettre à nos descendants plutôt que de les laisser livrer à la machine sans remède. Il faut travailler son esprit critique, il faut au quotidien réfléchir, s'interroger. C'est vraiment c'est un combat un peu de gladiateur, hein, c'est un combat de tous les jours, de tous les instants. Mais je pense que la satisfaction qui en découle, ne serait-ce que de le mener, est importante et vaut la peine d'être vécue. Cette critique de l'État acerbe et en même temps cette volonté, enfin cette injonction à l'individu de retrouver une souveraineté individuelle précisément et de s'émanciper finalement du poids de la société actuelle, est-ce que finalement on ne peut pas considérer que vous êtes dans un plaidoyer anarchiste ? Alors le terme anarchiste est souvent connoté à... ça vous changera. Oui, ça me changera un petit peu, c'est vrai. Je prends. Je dirais plutôt dystopique, réaliste qu'anarchiste, mais c'est vrai qu'il
il y a une part d'anarchie dans cette réflexion, puisqu'il y a une part de volonté d'abolir l'État. Mais ce n'est pas l'abolition de l'ordre social, forcément. Ce n'est pas l'abolition des hiérarchies, du mérite, des valeurs. Ce n'est pas de l'anarchie de gauche. C'est de la bonne anarchie, en quelque sorte. Et donc, évidemment, la remise en cause de nos habitudes est très, très profonde avec ce livre. Vous dites quand même que le chaos est le ferment de toutes les naissances. Ça, on peut dire que ça va quand même dans le sens de l'anarchie. Le chaos, là, c'est une forme de chaos intérieur, parce que là, notre structure interne, c'est pas un chaos, elle est très organisée. Il y a la case Cyril Hanouna, il y a la case Black M, il y a toutes les cases possibles. Notre cerveau, que nous avons rendu extrêmement disponible à Big Brother, est complètement garni de tous les messages qu'il veut bien délivrer. On a tous les réflexes livrés en kit, on est des parfaits agents de la machine. Mais justement, on peut aussi mettre d'autres choses. On peut ajouter nos apports personnels, nos réflexions, notre esprit critique. L'esprit critique, c'est le vaccin. C'est ce qui peut nous sauver d'à peu près tout. Le recul par rapport à l'écran, pourquoi les journalistes sont en train de nous dire ce qu'ils nous disent, et vraiment prendre du recul. Donc ça implique de détruire ce socle artificiel, ce programme qu'on nous a installé, qui est une sorte de virus, et il faut le détruire en nous et repartir de zéro. Donc évidemment, on va se chercher, on va peut-être commettre des erreurs, mais c'est un peu le prix de la liberté. Alors finalement, anarchiste, on ne sait pas, mais on a le sentiment que vous voulez faire naître la figure de l'anarque de Junger, c'est-à-dire un homme souverain dans le monde et hors du monde. Oui, il y a une forme de séparatisme, le terme est assez à la mode, mais c'est vrai, pas d'isolement individuel, c'est pas du tout ce que je prône, l'ermite seul dans sa forêt avec son abri anti-atomique et tout, je pense n'est pas forcément le modèle le plus abouti de demain. Il faut garder des relations avec les individus, justement, il faut leur parler, il faut essayer d'inculquer en eux les germes du doute et l'envie de la liberté. Donc c'est vrai qu'il y a cette retraite déjà spirituelle et intérieure, parce qu'on est face à des techniques de conditionnement très puissantes qui sont pensées pour hypnotiser les foules. Un individu devant sa télé, il est dans un état d'hypnose. Et tous nos contemporains qu'on croise dans la rue sont hypnotisés en permanence, cerveau droit débranché. Ils suivent les ordres, comme les fourmis suivent les ordres chimiques, ils suivent les ordres mentaux qui leur ont été inculqués. Donc c'est vrai qu'il y a ce travail de retrait, de retraite intérieure et spirituelle déjà à commencer. Alors, on a aussi... c'est intéressant parce que vous avez parlé de l'ermite, et c'est vrai qu'on voit dans ce livre la surreprésentation de l'individu. Vous parlez à Monsieur Moyen, qui est certes n'importe quel Monsieur Moyen, mais qui est un Monsieur Moyen. Vous parlez rarement du groupe en tant que tel, même si vous évoquez les frères potentiels. Comment vous voyez ça? Parce que finalement, pour se reconstruire, il y a très peu de place au groupe, à la collectivité. Mais c'est vrai que l'individu aujourd'hui, le problème c'est qu'on parle d'une époque individualiste, mais en réalité l'individu n'existe pas réellement puisqu'il est un agrégat, il est une part de la machine, il a l'impression d'être unique et de très bien penser, d'avoir fait tout un cheminement intellectuel, mais en réalité les copies n'ont jamais été aussi nombreuses. Vous interrogez les gens dans la rue, quel que soit le sujet, ils vous répondront des réponses extrêmement stéréotypées qu'ils ont apprises. Et on tente de les persuader, de les rendre fiers de cet apprentissage, mais ce n'est qu'un dressage. Donc l'individu aujourd'hui n'existe plus, il est noyé dans cette espèce de mouvement collectif, il ne se distingue des autres que par, justement, en essayant d'aller plus loin que les autres, mais toujours dans le cadre de la compétition morale légitime. Donc il va essayer d'aller plus loin que les autres dans le progressisme, dans l'indigénisme, de je ne sais quelle revendication à la mode, mais il ne va justement pas sortir du lot, prendre le risque d'aller voir ailleurs, de réfléchir par lui-même, de remettre en cause tout cet apprentissage qui vient d'en haut. Donc il faut passer par l'individu si on veut recréer, je pense, une cohésion collective qui s'articule non sur le message dominant qui est complètement délirant, mais sur ce qu'on a appelé jadis le sens commun, c'est-à-dire une proximité avec la réalité. Les faits sont les faits, la morale doit rester
une affaire privée. L'idéologie doit être tenue dans la plus haute méfiance parce qu'elle mène à peu près tous les délires possibles. La figure, l'homme providentiel, enfin toutes ces choses en lesquelles on veut croire doivent être tenues dans la plus grande méfiance aussi. Donc l'éloge de la force, c'est un petit peu un appel aux esprits forts, ce qu'on appelait les esprits forts, donc les individus qui sont capables de ne pas être absorbés par des matrices de pensée, par des logiciels, mais plutôt à construire les choses par eux-mêmes, même si c'est beaucoup plus long et beaucoup plus dur, c'est plus satisfaisant, et je pense que ça permet justement d'exister en tant qu'individu. Mais alors justement, en tant qu'individu, comment peut-on faire l'éloge de la force qui a vocation à renverser l'histoire ? Mais c'est ça, en fait, aujourd'hui, on a l'impression que seules les foules, seul le nombre peut avoir un pouvoir. On dit le droit de vote. Le droit de vote, vous avez un pouvoir, c'est le droit de vote. Mais le droit de vote n'est pas du tout un pouvoir en réalité. C'est 0,000, je ne sais plus combien de 1% des voix. Ça ne vaut rien quand on vote mal. De toute façon, ce vote n'est pas tenu en compte. Ce qu'il faudrait plutôt, c'est un droit de veto pour les citoyens. C'est-à-dire le droit de pouvoir refuser. Aujourd'hui, les citoyens français ne peuvent pas. Quand on décide quelque chose pour eux, on décide une loi, on décide l'immigration, on décide que la justice... Quand il y a un référendum, on dit non, en principe... Voilà, de toute façon, on ne tient pas compte de votre référendum. Vous faites des sondages. Quand le sondage ne vous plaît pas, on n'en tient pas compte. Donc la souveraineté n'existe pas du tout. Et le citoyen est obligé de se plier à cet État qui décide pour lui. Donc c'est plus du tout lui qui fait la loi. C'est pas le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, ça n'existe plus. Donc à partir du moment où le nombre est complètement soumis à cette espèce de tyrannie, de toute façon, il est fatalement soumis à la loi de l'endoctrinement. Il y a toujours beaucoup de gens qui vont être complètement hypnotisés par les médias. Donc c'est aux individus d'essayer, eux, de lutter à leur échelle pour dire peut-être on va essayer de m'imposer ça et moi je dois trouver le moyen d'y résister. Donc évidemment c'est pas facile du tout parce que face à l'administration, tous ceux qui ont essayé ont eu des problèmes très sérieux. Mais si cette idée se répand, s'il y a de plus en plus d'individus qui sont prêts à lutter et peut-être même à désobéir, peut-être que les esprits seront mûrs pour se passer d'État, pour imposer leurs conditions. Ça va être très long, c'est un travail de... Est-ce que la vocation de ces fourmi. individus, ce ne sera pas de former une nouvelle collectivité qui elle-même donnera naissance à un nouvel État ? Ce serait légitime que ces individus, effectivement... au moins se retrouvent sur une vision commune, qui est celle qu'on refuse de voir notre destin confisqué par une minorité et de voir nos vies dictées par cet État. Par contre, évidemment, s'il retombe dans le même travers, c'est-à-dire on fait un contre-État où on met à la tête de cet État-là un nouveau maître en pensant qu'il est sur le bon moule et qu'il va nous servir, on peut repartir pour un tour. Donc on n'en finira jamais. Il faudrait, je pense, trouver des moyens constitutionnels de limiter cet État très très sérieusement, si tant est qu'on pourrait peut-être se passer de lui aussi. Mais pour l'instant, évidemment, la population n'y est pas prête. La population est plutôt dans la course domestique. Toujours plus d'État, l'État seul peut nous sauver. Donc malheureusement, on ne fait que renforcer les pouvoirs de la machine à asservir qui nous domine aujourd'hui. Donc on n'en est pas encore là, mais c'est vrai que je pense qu'il faut se replier d'abord sur soi avant de pouvoir penser, envisager une sorte de réforme en profondeur des consciences qui seule peut faire basculer le pays vers quelque chose de plus libre, on va dire. Donc c'est une première étape finalement. C'est une première étape. Évidemment, on n'a pas toute la journée. Il faut que cette étape se fasse très rapidement, puisque le temps qui passe, évidemment, joue en faveur de Big Brother. Ça, c'est très clair. Même s'il venait à exploser en plein vol, il ne faut pas croire que ça va nous faciliter la tâche, parce que cette explosion, on l'a dit tout à l'heure, nous sommes tous ultra dépendants de Big Brother, et sans lui, je pense que la situation serait absolument épouvantable. Donc, je ne souhaite pas non plus que ça arrive. La longue agonie n'est pas non plus peut-être la panacée, puisqu'il va petit à petit renforcer ses pouvoirs. Il faut vraiment que les consciences, là aujourd'hui, prennent la mesure de la menace qu'ils représentent et commencent et que le message passe déjà. S'il n'y aura pas de révolution pertinente, si les esprits ne sont pas armés en fait. Donc l'objectif, c'est pas de renverser l'État finalement, mais c'est d'être capable de s'en séparer soi-même. Exactement. Pour être souverain.
à titre individuel, Exactement. parce que la souveraineté ne se pense pas uniquement au niveau national. C'est ça, parce qu'aujourd'hui, les individus sont fiers d'exister par et pour l'État, par et pour l'idéologie qui est répandue par les médias dominants. Et ça, c'est pas une vie, en fait. C'est un état de servilité très profond. Donc, je pense que ce modèle-là n'est plus bon et qu'il nous conduit à quelque chose qu'on n'a pas vraiment envie de voir. De toute façon, comme cette idéologie dominante essaie de toujours aller plus loin dans sa course à l'absurde, malheureusement, ou heureusement, ça dépend dans quel camp on se trouve, ça ne pourra pas durer longtemps. C'était L'éloge de la force, le nouvel opus de Laurent Oberton aux éditions Ring, que vous pouvez donc acheter sur la boutique de TV Liberté sur le site. Merci beaucoup, merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas qu'il faut partager, commenter et mettre le pouce en l'air sur cette émission pour faire exploser les scores. À la semaine prochaine.